Bonsoir à tous. Je suis vraiment très content d'être avec vous. Alors, on va se dire aujourd'hui, bon, la lumière est là. Mais imaginez-vous quelques minutes, une journée sans lumière. Une journée totalement sans lumière. En fait, imaginez-vous ce qui pourrait se produire. Tous vos sens seraient en alerte. Tout le monde aurait quelque chose qui se développerait petit à petit, et un génie qu'on appelle le génie de l'innovation viendrait pousser une forme d'adrénaline qui vous amènerait à réfléchir. Alors imaginez-vous cette journée sans lumière et toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur votre quotidien. À présent, faisons la même évocation, mais une journée sans gravité. Et repositionnons-nous de la même façon sur cette idée que tous nos sens devraient retrouver l'entièreté des repères. Notre façon de bouger, de nous asseoir, de marcher, beaucoup de choses changeraient. Eh bien, cela fait 100 millions d'années d'innovation que l'homme s'est progressivement adapté à son univers. Il s'est redressé, puis il s'est penché à nouveau sur son ordinateur. Et ce génie de l'innovation l'a poussé constamment à aller de l'avant, à explorer, à trouver des solutions pour maîtriser son environnement. Eh bien, voici 13,7 milliards d'années d'inconnus, d'histoire de notre univers. Cet univers que l'on découvre petit à petit grâce à nos satellites. On compte les galaxies, on pénètre les galaxies, on découvre à l'intérieur des galaxies d'autres galaxies et on va de plus en plus loin. C'est une véritable histoire qui nous fait tourner la tête. On découvre tous les jours des choses assez exceptionnelles. Il y a quelques mois, 2 étoiles se sont rencontrées, nous ont envoyé une onde électromagnétique et cette onde électromagnétique était bien reçue, bien évaluée, et elle a été mise en corrélation avec des théories générales comme celle de la théorie générale de Einstein sur la relativité. Donc, tous les jours, nos satellites nous amènent un petit bout de la connaissance dans ce monde de gravité ou d'absence ou de microgravité que nous semblons complètement ignorer depuis que nous sommes sur Terre. En réalité, dans l'espace, ça va faire 17 ans, depuis 2000, que nous sommes en présence permanente de l'orbite basse. Nous avons des astronautes à bord de la station spatiale qui habitent la station spatiale de manière permanente, depuis 17 ans. Depuis 17 ans, on observe le comportement des hommes et des femmes sur des périodes assez prolongées, plus d'1 an pour certains, quelques jours pour d'autres, et on observe la réaction de leur corps, leurs muscles, leur vision, leur sens, leur toucher, leur perception de leur environnement. C'est le fondement de toutes ces activités qui ont amené à plusieurs années de recherche et de résultats. Pendant ce temps-là, nos astronautes évoluent dans la station spatiale, visitent 16 couchers de soleil, 16 levées de soleil tous les jours, 90 minutes pour faire le tour de la Terre. Et dans cet univers un peu particulier, ils effectuent des expériences. Alors pas seulement uniquement sur le corps humain, sur leur propre manière d'appréhender la microgravité ou l'impesanteur ou la faible gravité, mais nous faisons aussi, grâce à eux, un certain nombre de découvertes par rapport à la formation de matériaux, la cristallisation de matériaux. Nous observons également des phénomènes naturels, des phénomènes tout à fait physiques de combustion, par exemple, dans ces conditions de gravité réduite. Ces années d'expérience ont été très riches, même si, finalement, nous sommes dans un milieu extrêmement complexe. Nous évoluons dans une station spatiale qui a à peu près la taille d'un terrain de football,
qui est à 450 km d'altitude et qui file à 28 000 km à l'heure. Un endroit où nos astronautes, depuis 17 ans, risquent leur vie pratiquement tous les jours. Une panne dans la ventilation créerait par exemple une bulle dans laquelle tout ce qu'ils expirent, tout le monoxyde de carbone qu'ils expirent, les amènerait probablement à mourir. Donc une ventilation est une technologie qui leur donneront la possibilité de survivre. Mais il y a bien plus que ça. Il y a le bombardement des radiations sur les boucliers des différents modules. Il y a les différences de température extérieure-intérieure. Même si à l'intérieur, les astronautes sont dans une atmosphère totalement similaire à celle que nous trouvons sur la Terre, dans notre maison, bien au chaud, 21 degrés, une atmosphère. À l'extérieur, les conditions sont totalement différentes et ils sont livrés à eux-mêmes. Donc ce sont des conditions hostiles et je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, imaginez-vous un jour sans gravité, tous les sens se mettent en route et c'est ça qui pousse l'exploration. C'est pas spécialement ce qu'on est allé chercher, c'est d'être dans ces conditions pour trouver des choses qu'elles on s'était pas du tout attendues. Et c'est là la chose qui démontre quelque part cette exploration spatiale qui n'est que dans ses premières années, dans sa première naissance. Malheureusement, nous sommes très impatients, nous avons envie de voir ces résultats. Sur Terre comme en orbite, on a besoin de comprendre, on a besoin de justifier. Mais pourquoi toujours vouloir justifier? Évidemment, c'est beaucoup d'argent, vous allez me dire, mais finalement, de comprendre notre univers, de comprendre l'origine même de notre Terre, permet peut-être aussi de comprendre aussi sa destinée. Et donc, tout au long du chemin, nous continuons à développer des technologies qui vont nous permettre de plus en plus à rester de manière permanente dans cet environnement de notre système solaire. Et nous n'allons pas nous arrêter à 450 km, nous allons essayer d'aller plus loin. Et en passant, certaines choses que nous développons servent à développer des choses totalement imprévisibles sur Terre. Nous avons l'exemple de cet interétage, un système d'absorption des chocs entre deux étages qui a été mis rudement à l'épreuve pour développer un certain nombre d'appareils et de prothèses comme celles que vous voyez pour les champions de course et de saut. Ceux qui ont été amputés ont utilisé cela et ont utilisé donc une technologie dérivée immédiatement d'une technologie spatiale. Le but n'était pas de faire ça, le but était de partir dans l'espace. C'est un tout petit exemple, mais nous en avons plusieurs. Et il y en a d'autres. Alors, revenons sur le fil de Philae, par exemple, que vous avez peut-être croisé en 2014, 15 années de préparation, 10 années de voyage. Alors tout ça, ça paraît très très long. Mais effectivement, quelle entreprise? Et tout ça, pourquoi? Pour rencontrer une comète. Pour partir de la Terre et atterrir sur une comète. Ce voyage formidable nous a coûté pratiquement presque 7 milliards de kilomètres de trajet à 110 000 km à l'heure. Et tout ça, pourquoi? 1 milliard de trajectoires. Mais c'est un calcul phénoménal. Et c'est notre centre en Allemagne qui nous a fait tous ces calculs pour atterrir de manière précise autour de ce gros caillou de 5 km de diamètre. Nous sommes là à plusieurs milliards de kilomètres de la Terre, un rendez-vous absolument pas comme les autres, mais qui est aussi un rendez-vous vers notre origine, sur une Terre primitive, celle qui aurait été probablement une des sources de notre vie, puisque c'est par les comètes que nous avons un apport, on a eu l'apport de l'eau. Et donc nous nous sommes posés sur Philae, une prouesse technique hors du commun, quelque chose de phénoménal, quelque chose qui a amené l'ensemble des équipes à une aventure humaine qui n'avait pas son pareil dans notre milieu. Nous l'avons vécu en direct et je pense que dans les dérivés des résultats de l'espace, d'avoir créé au travers de toutes nos équipes en Europe, dans tous les pays, les 22 pays membres de l'Agence spatiale européenne, une telle coopération, une telle solidarité autour d'une mission comme celle-là, eh bien c'est un exemple qui nous a beaucoup aidé pour l'avenir. Alors pourquoi faire tout ça? À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement pour nous.
Nous sommes là, ce petit point que vous avez sur l'écran, ce blue dot, comme on le dit. C'est une photo qui a été prise par un satellite qui s'appelle Cassini, qui était doté d'un autre petit satellite qui s'appelle Huygens. Ils étaient ensemble. Huygens a atterri sur Titan et Cassini a continué sa course et il y a quelques années a pris cette photo, pratiquement de la périphérie de Saturne, et nous a projeté ce petit point qui est en fait notre Terre vue de là-bas. Tout ça pour dire que finalement nous sommes aussi sur un vaisseau qui est un vaisseau qui file à toute vitesse dans un univers absolument incroyable, en pleine expansion permanente, et qui nous donne cette envie de connaître encore plus, d'aller dans le trou noir, d'essayer de comprendre quelle est cette matière noire, quelle est cette énergie noire qui est derrière. Nous, qui sommes-nous? Revenons vers le commencement. Repassons notre système solaire. Revenons en arrière sur notre galaxie, la Voie lactée. Revenons en arrière sur le premier jour. 2013, vous avez eu la première photo, celle du satellite Planck, qui vous a donné une superbe cartographie des premières nanosecondes qui faisaient suite au Big Bang. Cette photo, vous l'aviez pratiquement en début d'écran sur l'origine de ce graphique. Et depuis, vous avez les 13,7 milliards d'années de déploiement. Toute cette connaissance, nous avons progressivement tenté d'accumuler des indices, des pistes. Je vous ai parlé de Cassini-Huygens en 2007, avec l'atterrissage petit à petit d'une connaissance de ce petit satellite de Saturne qui a l'apparence de notre Terre. Ça a été un point focal de nos scientifiques pendant plusieurs dizaines d'années, se poser avec un petit objet automatique dans la périphérie de Titan. Donc on ira plus loin. On ira sur Jupiter, on essaiera de faire la même chose. La même question se pose que sur Saturne, sur Titan. Est-ce que nous allons toucher un sol dur, un sol mou, un sol liquide? Nous ne le savions pas. Bon, finalement, c'est comme si notre satellite était tombé dans un sac de boue ou quelque chose. C'était vraiment tout mou, c'était surprenant. En tout cas, c'était palpitant. Que sera-t-il de nos atterrissages sur les autres planètes? Comment allons-nous vivre cette expérience? Je vous ai parlé de la solidarité entre les États membres. Nous avons déployé un système qui s'appelle Ariane, avec sa série d'Ariane 1 jusqu'à Ariane 6, qui viendra en 2020. C'est une longue histoire, une histoire de fiabilité, une histoire de constance, une histoire de connaissance, de compétences, qui nous amène petit pas, par petits pas, vers une grande fiabilité, celle de nos lanceurs aujourd'hui, qui nous permettent de contempler les missions spatiales dans les dizaines et des dizaines d'années qui vont venir. Nous avons bâti en Europe une connaissance solide dont nous n'avons absolument pas besoin de justifier l'importance. La seule justification qui tienne, évidemment, c'est celle qui se dit « mais est-ce que toutes ces applications qui sont données et rendues possibles par nos satellites, est-ce qu'on peut les percevoir ?» Et c'est là la grande frustration de ceux qui travaillent comme moi dans les activités spatiales. On a difficile à faire comprendre que dans certains iPhones, l'iPhone 8, je pense, vous avez Galileo. Galileo, qui est notre système de positionnement par satellite, le fameux GPS à l'américaine. Eh bien, nous l'avons dans nos iPhones et il est européen. C'est une des tentatives de démontrer que l'Europe a besoin d'être indépendante. L'Europe a besoin d'avoir ses systèmes. L'Europe a besoin de pouvoir contrôler ses avions, la distance entre ses avions, ses atterrissages, à 1 mètre près, même voire mieux que cela. Tout le système aérien européen sera basé sur Galileo. Évidemment, c'est très difficile. Quand vous êtes dans l'avion, vous ne percevez pas cela. Mais Galileo, c'est une longue histoire, une histoire de longue haleine, des investissements, certes, mais aussi des prouesses technologiques, comme les horloges qui sont à l'intérieur. Mais il n'y a pas que Galileo dans les applications. Vous avez l'ensemble des sentinelles qui nous permettent concrètement, tous les jours, d'observer les risques que nous courons en matière de changement climatique. C'est une série de connaissances qui, de façon continue, nous permet d'accumuler les données pour avoir la certitude que tel et tel type d'événements seront plus que probables, mais arriveront d'une manière inéluctable. Nous allons plus loin, sans regarder nécessairement les
les impacts du changement climatique dû à l'activité humaine, nous avons les dangers qui proviennent également de façon naturelle. Et ce sont des dangers qui ne sont pas spécialement venant de la Terre elle-même, elles viennent de l'extérieur. Le premier, c'est celui qui nous vient du Soleil, où nous sommes bombardés de manière constante. Mais cette image vous montre la perfection de notre Terre, cette espèce de perfection dans sa situation, dans sa localisation dans le système solaire, qui nous dit, à ce moment-là, dans cette région-là, d'un système solaire à cette distance-là d'un Soleil, cette Terre-là a permis la création de la vie et a permis aussi un bouclier naturel par son atmosphère et son champ électromagnétique terrestre pour se protéger des radiations solaires. Et quand vous songez à cela et qu'on parle des exoplanètes qui sont les planètes qui ressemblent énormément à la Terre, en tout cas qui correspondent aux critères de sélection par rapport à la taille, par rapport à l'existence d'une atmosphère, quand on compte le nombre d'exoplanètes que nous avons découverts, durant ces dernières années, nous sommes à plusieurs milliers de petites terres en dehors de notre système solaire. Et vous imaginez aussi que pour avoir les conditions de viabilité, il faut que toutes ces petites terres qui ressemblent à la nôtre soient positionnées par rapport à leur soleil de la même façon que l'est notre propre Terre. C'est fascinant. C'est absolument hallucinant de voir que nous ne connaissons absolument rien de tout cela. Mais nous allons aller sur Vénus, nous allons sur Mercure, pour aussi regarder des états d'avancement de notre Terre, où Vénus a eu son changement climatique. Nous allons sur Mercure l'année prochaine pour comprendre aussi comment la planète de notre système solaire, qui est la plus proche du Soleil, a réagi et a surtout survécu depuis la constitution du système solaire. Bepi Colombo le fera, ira dans cette périphérie mercurienne, elle ira dans les débuts, d'ici la fin de l'année 2018, c'est demain. Nous allons aussi, grâce aux missions comme Rosetta, comprendre quelles sont les véritables menaces. Nous allons les compter, ces astéroïdes qui nous menacent, et éventuellement, à l'appel de l'Agence spatiale européenne, essayer de fédérer l'ensemble des pays autour des activités spatiales internationales pour développer un programme qui nous protégerait d'une attaque d'astéroïdes. Car celles-ci, elles sont réelles. Nous avons une atmosphère qui nous protège, qui brûle entièrement l'ensemble des météorites, qui brûle une partie des astéroïdes, si tel était le cas. Mais rappelons-nous, il y a eu plusieurs cas, même gravissimes. La dernière fois, une astéroïde importante est passée à 40 000 km de la Terre. Elle avait la capacité de détruire l'entièreté de la France. Donc ce problème est réel. Et ce n'est pas simplement en restant là, en se disant « ok, l'espace est trop cher », ou bien « oui, on veut être les plus forts, on veut être les premiers ». La question n'est pas là. La question ici, c'est comment travailler ensemble avec les Japonais, avec les Chinois, avec les Américains, les Russes, les Canadiens, l'ensemble des pays européens et même certaines nations qui sont naissantes dans le domaine spatial pour essayer de comprendre comment profiter de toute cette connaissance que nous avons développée grâce à Rosetta pour aller chercher ces astéroïdes. Mais finalement, le problème des astéroïdes et des météorites n'est pas très loin de celui que nous avons créé avec l'ensemble des débris spatiaux. Donc les deux programmes se tiennent. D'une part, on lance des satellites pour produire plus de services que vous utilisez tous les jours. Et d'autre part, il faut trouver des moyens pour quand ces satellites arrivent en fin de vie, les nettoyer. Il nous faut un aspirateur spatial, il nous faut d'abord les compter, les surveiller un par un, éviter les collisions. Vous avez tous vu Gravity, ça peut arriver. Ça fait mal, un satellite en pleine figure, à 28 000 km/h en sens inverse. Donc il faut faire attention. Et la station spatiale est constamment en train d'éviter et d'effectuer des manœuvres pour éviter des collisions avec un certain nombre d'objets. Donc il faut travailler. Je vous rappelle que tout en travaillant, on développe aussi des connaissances qui sont applicables ici, tous les jours, en matière de robotique. Certains robots fabuleux ont même le doigté, la dextérité. Nous avons tous les jours ce que nous appelons des retombées spatiales, des retombées économiques. Malheureusement, il faudrait pratiquement 2 TED complets pour vous parler de l'ensemble de ces retombées. Mais la retombée principale, c'est aussi, comme je le disais au départ, la capacité de l'homme de comprendre comment il peut appréhender cet espace
de microgravité. Comment, s'il y a une perte de masse osseuse avérée sur la durée, comment nous pourrions développer un certain nombre de médicaments qui nous aideraient justement à reconstituer cette masse osseuse? Et c'est là également une des voies que nous suivons pour essayer de développer des pistes vers un certain nombre de maladies. Les scientifiques, au sol, dans tous les domaines pharmaceutiques, biologiques, travaillent avec nos équipes pour essayer d'en tirer un maximum de cet espace un peu particulier qui nous enlève le voile de la gravité. Rappelez-vous, un jour sans lumière, tout ce que ça pourrait nous apporter, ou un jour sans gravité, quel serait l'impact? Vous seriez tous en train de voler, là. On n'aurait plus besoin de siège. Mais voler dans l'espace, c'est pas pareil. Il faut se protéger. Je vous ai dit, le bombardement est terrible. Vous avez des espaces, des écarts de température qui vont de moins 150 degrés à plus de 150 degrés. Un coup, vous êtes carbonisé, un coup, vous êtes congelé. Donc, ça ne va pas. Il faut trouver des méthodes. Bien sûr, pour vous et pour nous qui voyons ça tous les jours, on ne s'en rend plus compte. Mais c'est une prouesse technologique. Certaines de ces technologies, d'ailleurs, on les utilise également tous les jours. Que ce soit pour protéger nos pompiers, certains habits qui ont besoin de cette capacité de refroidissement, de protection contre le feu. Nous avons aussi les habits connectés que nous commençons à développer main dans la main avec certaines équipes qui travaillent à bord de la station spatiale. Et la suite de tout ça? Eh bien, la suite, c'est la destination. Si vous construisez une ligne de métro, vous commencez par la ligne numéro 1, et puis on va voir la ligne numéro 2. La ligne numéro 2, c'est quoi? Mais la ligne numéro 2, c'est la Lune. Elle est naturelle. C'est la prochaine étape de notre parcours. Donc cette Lune, rien que d'y penser, génère toute une série d'innovations, toute une série d'idées. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne a fait appel à l'ensemble de la communauté internationale pour créer le village spatial, le village lunaire. Ce village n'est pas un village matériel, ce village est une forme de coopération participative, d'amener des idées. Qu'est-ce que vous feriez en matière de fabrication en 3 dimensions, de fabrication ou d'impression en 3D? Qu'est-ce que vous feriez pour utiliser la rigoïde qui est sur place, la transformer et créer un habitat par un robot? Toutes ces idées sont aujourd'hui clairement sur la table, elles sont discutées. Nous allons travailler avec les Américains et aussi les Russes pour développer des systèmes comme le système Orion, qui va nous amener très rapidement dans la périphérie de la Lune, bâtir ce qu'on appelle un Deep Space Gateway, qui est une forme de station spatiale en orbite cislunaire, et à partir de là, on va avoir notre avant-poste. On a le camp de base, il faut aller vers le mont Everest. Et on ne va pas s'arrêter là. Tout en développant ces idées auront une utilité aussi pour les voyages bien plus lointains. Évidemment, la différence près que pour aller sur Mars, il faudra 6 mois. Il faudra attendre 1 an là-bas pour pouvoir revenir et refaire 6 mois. Donc 2 ans d'investissement. Et c'est là peut-être la plus grosse difficulté pour les voyages martiens, c'est de se dire qu'on allait partir pendant 2 ans minimum et que si quoi que ce soit devait nous arriver, eh bien on serait bloqué là-bas. C'est la seule véritable grosse gageure, la difficulté que nous avons à essayer de développer des vols habités vers Mars. Il faut comprendre cet aspect de sécurité, cet aspect fondamental. On ne va pas envoyer des gens avec un ticket aller simple sur Mars. Il faut un ticket aller-retour. Et on y pense. Et on n'est pas le seul à y penser. Et bien sûr, les acteurs privés dans le monde spatial sont bien réels. Ils ont trouvé, ils ont des idées, ils nous apportent ce 109. Elon Musk est parmi ceux qui nous apportent cette idée de casser les règles habituelles du programme spatial classique, repousser les limites, avoir de l'ambition, vouloir aller plus loin, explorer. Il nous donne un parfait exemple avec son programme martien. Et ça nous bouscule, ça nous fait réfléchir. Rappelez-vous, si on avait un jour sans gravité, on serait forcé de réfléchir, on serait forcé de s'adapter. Eh bien, peut-être un jour, qui sait, Maître Yoda pourra nous le dire, ce jour où nous aurons moins de gravité que ce qu'on a aujourd'hui, ce jour, c'est peut-être très proche. En tout cas, c'est ce que je souhaite. En tout cas, je vous remercie énormément pour m'avoir accueilli ici à Troyes.